Alors, bonjour, rebonjour à ceux qui étaient ici ce midi et rebonjour aussi à ceux qui étaient en ligne ce midi et bonjour à tous ici à Montréal et à travers le Québec en webdiffusion. Alors, mon nom est Luc Tousignan, je suis vice-président développement des affaires, marketing et communication à l'École des entrepreneurs du Québec. Je tiens d'abord à remercier nos partenaires qui nous permettent de diffuser et produire ces activités, ces événements dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Alors, notamment Novalex, l'Agence Webdiffusion, le gouvernement du Québec et bien sûr la Ville de Montréal. Pour ceux qui souhaitent nous suivre tout au long de la semaine, les mots-clics qui sont affichés à l'écran, donc repérez-les sur Facebook, Twitter. Alors, plein de suivis seront faits tout au long de la semaine sur les comptes rendus de ces activités, de ces conférences et évidemment vous tenir en haleine pour les prochaines activités qui suivront. Un petit mot sur le défi Ose entreprendre. Alors, je vais quand même me permettre de vous lire un petit peu ce message. Donc, l'École des entrepreneurs du Québec est heureuse d'organiser le niveau régional du défi Ose entreprendre, un concours qui vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales de nouveaux entrepreneurs en leur offrant l'occasion de valider leur projet, d'élargir leur réseau, mais aussi d'obtenir une bourse. En participant au défi, vous avez une chance de recevoir jusqu'à 2 500 $ en bourse pour chacune des 7 catégories suivantes: bioalimentaire, commerce, économie sociale, exploitation, transformation, production, innovation, technologie, technique, services aux entreprises, services aux individus. Donc, je vous invite à aller sur le site d'Ose Entreprendre, qui est oseentreprendre.québec. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 mars à 16 h. Pour ceux qui sont en virtuel, en webdiffusion, donc vous avez à l'écran la possibilité de poser vos questions en repérant l'icône « Poser une question » sous la fenêtre de la vidéo. Et nous tenterons de prendre quelques-unes de vos questions au terme de la présentation durant la période de questions. Donc, évidemment, vous êtes aujourd'hui à une de nos activités de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, comme je vous disais tantôt. Donc, pour suivre les activités, eequebec.com/SME. Tout de suite après cette présentation-là, il y en a une deuxième qui suit. Je vous en parle au terme. Donc, ceux qui ont encore du temps, qui ont envie de rester et qui veulent en savoir plus sur l'économie sociale, notamment aujourd'hui, vous êtes à la bonne place et avec les bonnes personnes. Donc, l'économie sociale au Québec. C'est plus de 7 000 entreprises collectives qui cumulent globalement un chiffre d'affaires dépassant les 40 milliards de dollars, soit davantage que les secteurs combinés de la construction, de l'aéronautique et des mines. Plus de 210 000 personnes y travaillent tous les jours, et ce, dans tous les secteurs d'activité, du commerce au détail aux nouvelles technologies. Quelles sont les opportunités? Perspectives et défis pour l'entrepreneur social en 2018, et on pourrait dire maintenant en 2019. Donc, pour nous en parler, je vous présente notre prochaine conférencière. Économiste de formation, Mme Alain a occupé de 2001 à 2010 différentes fonctions dans des organisations nationales et internationales. Membre de l'équipe permanente du chantier d'économie sociale depuis 2010, elle occupait notamment depuis 2016 le poste de directrice des partenariats et du développement. À titre de responsable des dossiers internationaux et des relations avec les partenaires régionaux au Québec, elle a contribué au fil des ans au positionnement du chantier comme carrefour de l'économie sociale. Récemment, elle a été nommée directrice générale du chantier d'économie sociale. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Mme Béatrice Alain. Bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui pour parler d'économie sociale et d'entrepreneuriat. Je pense que c'est deux thèmes de l'heure au Québec. Il faut savoir que le Québec est vraiment reconnu mondialement pour l'économie sociale, la taille de l'économie sociale, la diversité puis la vitalité de notre économie sociale. Oui? Oui? Non? Ah, il faut changer la diapo peut-être? Donc, je voulais commencer en fait parce qu'on parlait de économie sociale et entrepreneuriat, puis des fois on parle d'entrepreneuriat social. Fait qu'en attendant qu'on mette la diapo... Ouais, non? Toujours pas. En fait, je pense que, puis, tu sais, ce qu'on a vu avec le pacte de la transition écologique le témoignait. Comme société, pas juste au Québec, mais un peu partout, on fait face à des défis majeurs
Nous, au chantier, on aime parler des deux grands enjeux de société, la dégradation environnementale, l'insoutenabilité de notre modèle de développement en termes environnementaux et aussi la croissance des inégalités. En fait, j'ai écrit inégalité sociale, mais je pense qu'on pourrait parler d'égalité économique et sociale parce que les individus, on voit une croissance des inégalités, mais aussi les entreprises. On voit beaucoup de micro-entreprises et des géantes multinationales. Donc, notre tissu économique et notre société, la cohésion sociale qu'on a, elle s'en trouve touchée. Donc, on voit plein d'initiatives à travers l'entrepreneuriat pour répondre à des enjeux de société, que ce soit créer des emplois, particulièrement dans des régions où il y en a moins, où on veut préserver les gens, comme dans des populations qui n'ont pas accès autrement à un emploi, rendre un produit plus accessible, etc. Là, ma question que je vais vous poser, c'est en quoi l'entrepreneuriat collectif peut différer de l'entrepreneuriat privé? Fait que j'ai une demi-heure, donc je ne vais pas peut-être poser la question et faire des questions-réponses, mais moi, j'avancerais que le fait de l'entrepreneuriat collectif, en fait, la distinction, c'est qu'on est obligé d'avoir, on a plusieurs personnes autour de la table. Ce qui fait que quand on a une solution à un problème, on est obligé de prendre en compte différents points de vue autour de ce problème et de comment y résoudre. Donc, je peux, moi, avoir une très bonne idée pour contribuer à ma communauté, mais si si des membres de ma communauté sont autour de la table et trouvent que ce n'est pas la priorité comme problème ou ce n'est pas la meilleure solution à y apporter, ça pose autrement le type d'initiative que je vais développer. Et de la même façon, en ayant plusieurs personnes autour de la table, ça permet de mettre différentes forces ou différentes ressources pour répondre à ce problème-là. Parce que si, ensemble, on arrive à trouver un projet qui répond effectivement aux besoins de la communauté, bien, tout le monde a le goût de mettre la main à la pâte, que ce soit en apportant des ressources humaines, des ressources, des infrastructures, des ressources financières, etc. Donc, je situerais la question de l'entreprise d'économie sociale versus une entreprise sociale, c'est-à-dire une entreprise privée avec une vocation sociale. Les différences sont dans la pérennité de la mission sociale, parce que moi, je peux avoir une très bonne idée, mais demain, je peux changer d'idée, ou je peux avoir une bonne idée qui répond aujourd'hui, mais demain n'est pas une bonne réponse pour la communauté. Si les acteurs que je vise à servir, mes membres ou ma communauté, sont autour de la table et ont un contrôle de gestion sur la mission de mon entreprise, bien, je suis redevable. Et ce qui fait que je peux moins facilement changer d'idée, comme par ailleurs dans la vente de l'entreprise. Donc, on a vu plein d'entreprises sociales comme des Ben & Jerry's avec des super belles intentions, mais qui finissent par vendre à Unilever, puis c'est fini. Alors qu'une entreprise d'économie sociale, elle va forcément rester la propriété de ses membres. Dans le niveau de participation, encore une fois, donc plus on a de gens autour de la table, plus on est sûr qu'on est redevable, mais aussi en termes de empowerment de ces voix-là. Redevabilité. Et finalement, au Québec, on n'a pas vraiment une définition cadre, des balises autour de l'entrepreneuriat social, mais de l'économie sociale, oui. Il y a des balises claires en termes de gouvernance et de répartition des bénéfices. Donc, quand on regarde, oui, la création d'emplois ou la vitalité culturelle, etc., on voit plein d'initiatives en économie sociale qui visent à répondre à ça. Inclusion économique, je pense à Petite Main. Donc, c'était une femme qui est arrivée d'un autre pays qui a dit, bon, mais l'enjeu, c'est pour les femmes d'avoir des emplois. Elle a créé une entreprise d'insertion qui va former des femmes à un emploi, mais aussi offrir des cours de francisation puis expliquer l'écosystème de soutien, ce qui fait qu'à terme, non seulement ces femmes-là sont aptes à trouver un emploi, mais sont outillées pour leur vie dans la société québécoise. Vitalité culturelle. On sait que c'est un enjeu au Québec. Est-ce que la solution, c'est d'avoir une grande entreprise québécoise qui va assurer cette vitalité ou est-ce que c'est d'avoir des ancrages et de renforcer les ancrages dans toutes les communautés? Donc, par exemple, la coop des libraires indépendants, c'est quelque chose qui ne sera jamais vendu à un intérêt étranger, qui va préserver cette diversité, puis va s'assurer que ces librairies-là, dans toutes les communautés, puissent continuer de desservir leur communauté. Donc, on a plein d'initiatives très intéressantes qui vont souvent se décliner en fonction des intérêts, des priorités des membres qu'elles servent. Et ultimement, au chantier, on pense que là-dedans, il y a un vecteur de transformation du modèle économique, en le rendant plus redevable, en donnant la gestion collective et aussi en assurant une redistribution des bénéfices de cette activité économique de façon plus équitable. Puis là, peut-être pour faire une parenthèse théorique, on sait que dans un modèle économique, dans les théories économiques, il y a des biens qui doivent être offerts partout également à tous. Donc, on peut penser l'accès à l'eau ou au Québec, idéalement l'éducation, la santé. On dit que ça doit être pareil partout pour tout le monde. Il y a aussi des choses comme un T-shirt, on peut payer 20$ comme on peut payer 200$. On peut aimer
des paillettes comme pas. C'est correct, c'est des choix individuels. Mais il y a des choses qui sont mieux gérées, la théorie économique le démontre, au collectif. Donc, par exemple, nos forêts, c'est pas vrai qu'on va les développer partout pareil au Québec. C'est pas vrai non plus qu'on peut les développer selon la logique ou la préférence d'un acteur. Et logiquement, selon une logique de maximisation des profits, parce qu'alors on fait de la coupe à bois, on vend tout, puis on s'en va. Et la théorie économique démontre que quand on donne le contrôle aux communautés, elles vont être mieux aptes à gérer ces ressources-là de façon pérenne pour elles. C'est-à-dire, une partie, on va faire des coupes, une partie, on va la valoriser dans un service de tourisme, une partie, on va la préserver pour des questions écologiques, et on a tous intérêt à ce que ce modèle-là soit durable dans le temps, puisque c'est la forêt de proximité de notre communauté. Entre ces piliers-là, c'est sûr qu'il y a des choix de société. Au Québec, on a l'alcool se vend par le public, les garderies, on en parle. Est-ce que c'est des garderies privées? Est-ce que c'est des garderies gérées par les parents comme des CPE? Ou est-ce que ça va être un modèle unique? Donc, il y a des choix de société à faire, mais je pense que c'est intéressant de situer ça dans votre réflexion sur pourquoi entreprendre collectivement. Parce que ça a des implications différentes. Et je situerais juste que pour l'économie du Québec, ça a aussi été démontré que ça fait partie de notre résilience économique, le fait qu'on a une économie plutôt plus plurielle qu'ailleurs. Parce qu'il y a des infrastructures qui sont collectives comme des jardins, comme le logement collectif, etc., qui fait que dans des cas de crise, ces entreprises-là, elles restent parce qu'elles sont propriété d'ici. Donc, l'économie sociale au Québec, c'est quoi? Ça répond aux besoins de ses membres, c'est indépendant de l'État. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des entreprises qui offrent des services aux États, aux gouvernements locaux ou autres. Il y a des balises claires sur la gouvernance, etc. Je ne vais pas vous lire la diapo. Il faut savoir qu'on a une loi cadre depuis 2013 au Québec, donc qui engage tous les ministères. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on sait qu'on a des entreprises d'économie sociale en culture, en loisirs, qui sont sur le service aux personnes, etc. Tous les ministères sont concernés par ça et doivent adapter leurs programmes aux besoins pour être équitables, servir équitablement les entreprises privées comme les entreprises collectives. Donc, Luc mentionnait déjà les chiffres, parce qu'en généralement, quand on parle de ça, les gens sont comme « Ah, c'est bien, il y a des petites initiatives sociales. » Mais non, au Québec, c'est vraiment important. C'est plus de 7000 entreprises. C'est un poids majeur. Je pense que les gens ne les réalisent pas parce que souvent, on achète un café, puis le café, il goûte pareil que l'autre café d'à côté. Mais la différence, si c'est fait dans une entreprise où les bénéfices de ça sont redistribués également ou où les bénéfices servent une mission sociale qui peut être de tout ordre, bien, le café, il est pareil, puis on n'a pas pensé économie sociale, mais l'impact de cet achat-là est très différent. Et surtout, je pense qu'il faut voir ça comme pas un secteur d'activité, mais une façon d'entreprendre qui va avoir multiples impacts et qui peut se faire dans plein de secteurs. Ce qu'il y a d'intéressant, je pense, dans un contexte d'insécurité économique, c'est qu'on a parlé beaucoup au moment de la crise, la dernière grande crise financière, des entreprises qui étaient « too big to fail », trop grosses pour qu'on les laisse échouer. Dans des cas des entreprises d'économie sociale, généralement, elles sont trop importantes pour qu'on les laisse échouer. Et le taux de pérennité, il démontre ça. C'est que, premièrement, parce qu'on a pris le temps d'engager plein d'autres ressources dans la communauté et de dire « Est-ce que tu es d'accord avec cette mission-là? Est-ce que tu as le goût de travailler avec moi? » Bien, on a des assises plus solides autour du modèle d'affaires. Et deuxièmement, en temps de difficulté, les gens vont se serrer les coudes. Oui. Je vais vite parce que j'aimerais ça avoir des temps d'échange. Quelques exemples, puis là, vous voyez, il y a vraiment dans plein de secteurs. Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui de très intéressant, c'est non seulement qu'il y a des modèles ou des entreprises qui vont inspirer d'autres gens, donc par exemple des coops de travailleurs brassicoles. Ils ont des microbrasseries qui sont créées par des jeunes qui ont le goût de développer leur entreprise autrement. Là, je pense qu'on est rendu à 8 ou 10 au Québec, donc ça inspire des gens à dire hey, « Moi aussi, peut-être dans notre communauté, on pourrait faire ça ». Mais il y a aussi des choses très différentes, genre... il y avait des ingénieurs l'année dernière qui ont fini Polytechnique, puis ont dit, bon, ben mon choix, c'est d'aller travailler pour une grosse entreprise ou de partir, ou d'aller travailler pour le gouvernement, ou de partir un truc tout seul. Est-ce qu'on se fait une coop d'ingénieurs? Parce qu'on va continuer de faire notre profession, mais on va gérer notre entreprise selon nos valeurs, puis où on va tous avoir un mot à dire là-dessus. On pourra revenir. Parlons des préjugés. Parce que souvent, on parle de ça, puis les gens sont comme « Ah, c'est bien, mais tu sais, du monde dans leur sous-sol qui font du macramé. » Premièrement, on l'a dit, c'est un gros secteur d'activité qui brasse des grosses affaires et c'est un acteur économique important, pas juste dans les communautés du Québec, mais pour l'ensemble de l'économie, puis pour la résilience de l'économie québécoise.
Est-ce que c'est plus risqué? Non. Il y a vraiment des taux de pérennité beaucoup plus élevés. Et parce que c'est collectif et parce qu'on a des modèles, des outils financiers au service des entreprises d'économie sociale, c'est pas moi qui mets ma maison en garantie pour notre business. C'est ensemble, on se met ensemble et on va chercher, et parce qu'on est capable de démontrer que ce projet d'entreprise-là répond à un besoin de la communauté, on va aller chercher des fonds de pré-démarrage, de démarrage, de capitalisation, de changement d'échelle qui sont pas, ou mes acquis sont pas, ma maison à moi, elle n'est pas mise en garantie. Donc, il y a un changement de logique aussi dans la nature du risque qu'on prend. Et, comme je disais, les taux de pérennité le montrent. Est-ce que c'est plus compliqué? C'est sûr, c'est plus compliqué. C'est plus simple pour moi. J'ai une bonne idée dans mon sous-sol. Demain, je m'incorpore puis je pars ma business. Si je veux entreprendre en collectif, il faut quand même que je fasse un tour pour voir d'autres gens qui vont être sur mon conseil d'administration ou d'autres membres de ma coopérative, puis valider mon idée avec eux. Puis oui, ça, c'est un petit peu plus long. Mais ça fait que si mon idée de base est de répondre à un besoin social, bien, j'ai validé ce besoin-là et la nature de la solution que j'apporte. Donc, c'est un peu plus long, puis la phrase là, célèbre, là, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Prendre le temps de réfléchir à notre gouvernance puis à notre modèle d'affaires et à attacher, interpeller des partenaires qui peuvent nous appuyer là-dedans, que ce soit des entreprises de ma communauté, des gouvernements locaux ou des citoyens, fait qu'à terme, on a un projet qui est plus solide et redevable. Est-ce que c'est des emplois précaires? En fait, il y a un comité sectoriel de la main-d'œuvre en économie sociale et en action communautaire, comme pour d'autres secteurs au Québec. Et eux, ils suivent les tendances en économie sociale et ils montrent que, en fait, pour taille égale, une entreprise au privé, une entreprise d'économie sociale, généralement, les entreprises d'économie sociale ont des conditions de travail, des salaires un peu plus élevés, ce qui est logique parce qu'une entreprise privée, son but, c'est de maximiser des profits. Donc, elle va payer juste assez pour assurer l'expertise, mais pas plus. Mais surtout, je pense que la logique en économie sociale, c'est de placer la personne avant la maximisation du profit. Donc, c'est une entreprise viable, mais qui veut quand même desservir des gens. Et donc, dans les conditions de travail, comme pouvoir travailler chez soi quand son enfant est malade, comme avoir un mot à dire sur la gestion de l'entreprise, etc., il y a d'autres conditions que le salaire. Mais il faut savoir que le salaire n'est pas pire, est très compétitif. Et encore une fois, précaire, bien, je pense qu'il faut regarder en termes de pérennité de ces entreprises-là. Est-ce que c'est juste un service aux marginalisés? Non, c'est vraiment dans plein de secteurs. Certainement, le soin aux personnes, donc les CPE, mais les personnes âgées, etc. Oui, il y en a beaucoup d'économie sociale. Je pense que ça tombe sous le sens qu'on ne peut pas servir des populations marginalisées juste dans une logique de maximisation des profits. Il faut que les profits qui soient faits dans des marges qu'on dégage pour service des personnes, c'est correct qu'il y en fasse puis que des gens qui aient beaucoup de moyens puissent se payer des super services. Mais pour la majorité des gens, dans toutes les communautés, qu'elles soient un gros marché ou un petit marché, un marché plus riche ou un marché plus pauvre, un marché plus compliqué parce qu'il y a des besoins spéciaux, il faut qu'on soit capable d'assurer le service à ces personnes-là et que les marges qu'on dégage soient remises au service de plus d'activités culturelles, d'une alimentation de meilleure qualité, etc., quand ce n'est pas évidemment des services de base qui doivent être assurés par l'État. Est-ce que l'économie sociale est dépendante des subventions? Ça, c'est une question qu'on a beaucoup. Je laisse mon image évoquer certaines affaires, mais je dirais aussi qu'on ne pose pas la question, quand on pense aux entreprises qui déneigent dans les rues, c'est des entreprises privées, tous leurs revenus sont payés par le gouvernement de la Ville de Montréal. On ne dit pas que c'est une entreprise subventionnée, on dit qu'elle a un contrat avec la Ville de Montréal. Mais c'est la même chose. Une entreprise d'insertion, par exemple, qui intègre des personnes qui sont très éloignées du marché du travail, qui ne pourraient pas aller travailler autrement, elle fait un service pour l'État. Et elle est payée en partie pour ça et en partie par les activités marchandes qu'elle développe. Donc, je pense que des fois, il faut changer un petit peu la logique, la lentille selon laquelle on voit certaines activités. Et surtout, ne pas penser que les subventions sont le propre d'un secteur ou d'une façon de faire. On s'entend que les subventions gouvernementales, c'est très utile pour des entreprises à des différents moments. Oui, je voudrais juste mentionner que, on parle de l'économie sociale au Québec. Il faut savoir que c'est une tendance mondiale. Puis partout sur la planète, des communautés s'organisent pour répondre à des besoins ou à des aspirations qu'ils ont. Et on a une reconnaissance de plus en plus des gouvernements nationaux et locaux et même de l'ONU qu'il faut soutenir ou reconnaître à même titre que toute autre entreprise, ce genre d'initiatives-là, parce qu'elles sont plus pérennes, parce qu'elles permettent de répondre à multiples enjeux, pas juste la création d'emplois, mais un développement social, cohésion sociale, etc.
Donc, souvent, on va regarder aussi ce qui se fait, des bonnes pratiques, des initiatives, des entreprises intéressantes qui se créent ailleurs, qui vont répondre à un besoin, puis dire « ça, c'est un enjeu ici aussi, comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs? » Pour conclure, qu'est-ce que le chantier? Le chantier est un espace de concertation pour la promotion de l'économie sociale et pour le développement. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ensemble des réseaux sectoriels, des réseaux territoriaux qui vont nous parler de la réalité de l'économie sociale à Montréal, qui est très différente de la réalité de l'économie sociale en Abitibi, mais aussi des acteurs autour du logement, autour de la gestion des matières résiduelles, autour de plein de différents enjeux pour dire, est-ce qu'il y a des outils communs qu'on peut développer qui vont servir l'ensemble de l'économie sociale? Ce qui fait qu'aujourd'hui, au Québec, on a un écosystème assez développé. Et à l'international, on se compare très bien. On reçoit chaque année des dizaines de délégations internationales qui viennent voir cet écosystème-là qui permet de renforcer la création et le développement d'entreprises d'économie sociale. Donc, par exemple, ce n'est pas complet comme diapo, là, il y a plein de ressources locales dans chaque région, mais il faut savoir que dans chaque région, il y a un pôle d'économie sociale qui va regrouper des entreprises d'économie sociale et des acteurs de soutien, puis dire, quelle est la réalité de l'économie sociale dans le territoire? Est-ce qu'il y a des enjeux auxquels on pourrait répondre? Est-ce qu'on peut favoriser la création d'entreprises ou de projets d'économie sociale sur certaines questions? Mais aussi la CDRQ qui va spécifiquement soutenir, donc si quelqu'un a un projet de coopérative, c'est des ressources spécialisées qui vont accompagner ces entrepreneurs-là. Puis il y en a plein d'autres que je ne liste pas, qui se déclinent à l'échelle régionale. On a aussi des outils financiers spécialisés, dont le Réseau d'investissement social du Québec, qui va donner des fonds de pré-démarrage. Donc, par exemple, quand on veut partir une idée, on n'a peut-être pas le temps ou le loisir financier de laisser sa job puis de passer 6 mois à aller faire des entrevues avec tous les acteurs de la communauté. Bien, ça va financer le pre-startup pour valider une idée. Et ce prêt-là, il est remboursable si l'idée, si on va de l'avant avec le projet. Donc, c'est quand même un outil intéressant pour tester une idée. La fiducie qui est là dans des fonds plus larges et pour des échéanciers plus gros, parce qu'il faut savoir qu'il y a des entreprises d'économie sociale à toute échelle, donc vraiment des prêts 10-15 ans. Et ces outils-là travaillent avec, il y a plein d'autres fonds au Québec. Investissement Québec a une branche en économie sociale, les fonds de travailleurs investissent en économie sociale. Et une autre particularité de l'économie sociale, c'est que généralement, l'entrepreneur n'est pas obligé d'aller cogner à 15 portes et représenter son projet, mais que ces gens-là se parlent. Ils sont regroupés autour de Cap Finance, qui est un réseau de finances sociales. Donc, si on dépose un projet au risque ou à un agent local de développement comme PME Montréal, ils sont en mesure d'analyser le projet et de l'amener à l'ensemble des bailleurs de fonds qui vont dire, OK, est-ce qu'on est capable de tous prendre une part de ce projet-là selon nos outils qu'on a? Ce qui est très intéressant et facilitateur pour des nouveaux entrepreneurs, comme des entrepreneurs existants qui veulent développer des nouveaux projets. On a aussi des outils de commercialisation. Donc, il y a plusieurs initiatives au Québec pour favoriser l'achat auprès d'entreprises d'économie sociale. Comme Commerce solidaire qui va faire de l'achat regroupé, donc mettre des entreprises ensemble pour acheter des intrants, que ce soit la papeterie, l'assurance, la téléphonie, pour payer moins cher, mais qui va aussi organiser des discussions autour de quel genre de produits, quel genre de besoins ont ensemble des entreprises d'économie sociale. Et Axelos, qui est une nouvelle plateforme qui se lance cette année, qui est vraiment une espèce de, si on veut, un Amazon de l'économie sociale, donc où on retrouve des produits, des services de l'économie sociale pour faciliter l'achat, parce qu'on sait qu'il y a plein d'acteurs institutionnels ou des gouvernements qui veulent acheter en économie sociale. Où est-ce que je les trouve, ces produits-là? Comment est-ce que je peux voir qui vend des tables ou qui vend, etc. Comme je vous mentionnais, il y a un comité sectoriel de la main-d'œuvre qui va vraiment regarder quels sont les secteurs, quelles sont les conditions de travail en économie sociale, mais aussi où sont les besoins de main-d'œuvre, les conditions, etc. Et on est beaucoup dans le transfert de connaissances. Le Québec, c'est grand. La réalité dans un territoire n'est pas la même, mais on voit des innovations qui se développent partout sur le Québec. Comment est-ce qu'on peut faciliter le transfert d'une initiative qui a bien développé ici sur un autre territoire là-bas, ou mettre des acteurs ensemble puis dire, comment est-ce qu'on peut faire le changement d'échelle ou comment est-ce qu'on peut développer des franchises sociales. Donc, dans une logique autre que moi, je suis assise puis je vends mes parts, mais je soutiens le développement d'une initiative liée pour qu'ensemble, on grandisse plus fort. Et Cities, qui est le tout nouveau, qui fait ça un peu, mais à l'échelle internationale, parce qu'on sait qu'il y a des initiatives très intéressantes qui se développent à Séoul, à Barcelone, en fait, un peu partout sur la planète.
et qui nous aide à aller chercher des bonnes informations puis soutenir le développement d'initiatives structurantes pour le Québec, comme de partager nos bons coups. Puis peut-être pour conclure, pourquoi innover, pourquoi faire autrement? Je pense que le modèle qui est, on dit l'économie traditionnelle, mais on s'entend qu'au début des temps, c'était plutôt la communauté qui s'organisait pour produire, échanger et vivre. Fait que je ne suis pas sûre que traditionnel, c'est le bon mot, mais en tout cas, celui qu'on connaît le plus facilement, c'est vraiment le modèle « j'ai une idée, je pars ma business ». Puis encore une fois, je vous ramène à la diapo sur l'économie plurielle. Personne n'est contre ça, c'est super. Mais il y a vraiment une place, je pense qu'il y a pas seulement une place pour l'entrepreneuriat collectif, mais il y a un besoin. Il faut qu'on réponde autrement si on veut changer la distribution du pouvoir économique, des retombées économiques et aussi assurer l'ancrage dans nos communautés de nos initiatives, qu'elles répondent à nos, qu'elles soutiennent notre vitalité culturelle, la cohésion sociale, la réalité qu'on a au Québec. Donc, pourquoi innover? Parce qu'ensemble, on est capable de faire plus et mieux. Et parce que aussi, on voit que les distributions actuelles entre les individus, mais aussi entre les entreprises, sont pas soutenables et sont pas au profit du mieux-être de notre communauté. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Béatrice. Alors, je rappelle aux gens Web Diffusion que vous pouvez poser vos questions en ligne. Peut-être pour briser la glace, pour démarrer, tout à l'heure, Béatrice, vous mentionniez le taux de survie de l'entrepreneuriat collectif versus les petites entreprises, donc supérieures. Quels sont les facteurs? Pas les petites entreprises, hein, vraiment. La PME. Ben, je pense qu'il faut se rendre à le tissu économique au Québec, c'est ça. C'est quelques grandes entreprises, privées ou collectives par ailleurs, parce que dans les plus grands employeurs au Québec, on retrouve Desjardins, Coop Fédérés et AgroPure, qui sont toutes des coops. Donc, mais aussi dans le privé, il y en a. Et la majorité du tissu économique, c'est des PME. Fait que quand on regarde une nouvelle création d'entreprise, privée versus collective, les taux de pérennité sont mieux en collectif. Puis quels sont les facteurs de succès ou d'échec si on ne survit pas, par exemple, traditionnellement dans le secteur? Bien, je pense que le fait de devoir réfléchir un peu plus longtemps avant de juste partir sa business, d'aller attacher d'autres acteurs autour de ce projet-là, fait que c'est un peu plus long, mais ça donne un projet plus solide et on est sûr qu'il répond aux besoins d'une communauté. Et une fois qu'on a la communauté autour, que ce soit par des heures de bénévolat au début pour démarrer le projet, que ce soit par une commandite d'une entreprise locale parce qu'elle veut s'assurer qu'il y ait des services de proximité pour attirer des travailleurs, que ce soit d'un gouvernement local parce que ça assure un service important pour la collectivité. Il y a plein d'autres acteurs qui sont prêts à soutenir ces initiatives-là, chose qui serait peut-être moins apte à faire si c'est mon projet à moi. Parce qu'on a vu ça, on a vu des projets qui démarrent en Inc. Puis là, la personne a dit, ben j'ai de la misère à aller chercher des soutiens parce qu'on me dit, ben là, c'est le soutien, est-ce que c'est pour accroître ton salaire puis tes revenus ou c'est pour le projet? Donc, c'est aussi une façon de pérenniser, de structurer que non, le projet est porté collectivement et les bénéfices vont vraiment, il y a une table de gens qui gouvernent, qui va s'assurer que les bénéfices vont au service de cette mission. Vous avez mentionné aussi les secteurs dans lesquels on retrouve le plus souvent les exemples d'économie sociale, d'entrepreneuriat collectif. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont sous-représentés ou sous-développés, sous-exploités? Oui, c'est une bonne question. Je reviens, il y a eu un forum mondial de l'économie sociale à Bilbao, en Espagne, dans les Pays Basques, en fait. Au début d'octobre. Et eux, ils ont vraiment développé, c'était une région plutôt pauvre, plutôt exclue pour des raisons géographiques et politiques. Et ils se sont développés eux-mêmes à travers le manufacturier. Et là, ils ont toutes plein de coops qui sont toutes liées entre elles. Et c'est une force économique majeure dans cette région. Et le constat qu'on faisait, c'est que l'économie sociale au Québec est très forte, mais il y a très peu en manufacturier. Je pense qu'en général, on a vu le manufacturier décliner au Québec en général, mais c'est intéressant de penser avec les initiatives de makerspace, de réappropriation, du bisounage. Est-ce qu'on peut faire quelque chose autour de ça, ou même l'intelligence artificielle, ça appelle à des nouveaux modèles d'affaires. Si on développe quelque chose financé énormément par le public pour faire de la recherche fondamentale et qu'après ça, on donne ça à un acteur qui va le commercialiser puis se rendre millionnaire avec ça, la redistribution de ces bénéfices-là, elle n'est pas équitable en vue de l'investissement public. Et deux, comment est-ce qu'on s'assure que cette plateforme ou ces outils-là répondent vraiment aux besoins de la communauté qu'elle est en train de servir?
Excellent, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vois qu'il y a une main levée derrière. Est-ce que vous voulez vous avancer? Je vais avancer le micro pour que les gens Web Diffusion puissent vous entendre. Bonjour. Bonjour. Ça marche, oui. Très intéressant, merci beaucoup. Je pose une question. Souvent, il y a des entreprises qui, pour développer un nouveau produit, ont besoin de faire un lourd investissement et vont classiquement voir des créanciers, des banques ou des investisseurs autres et qui disent, bah, écoute, oui, c'est intéressant, tu as un capital, c'est intéressant, donc je peux te prêter à hauteur de ton capital. Mais quand c'est une entreprise d'économie sociale, il n'y a pas de capital, si je comprends bien. Et dans ces cas-là, quelles sont les possibilités si on veut vraiment avoir un modèle social conséquent pour son entreprise, mais qu'on a besoin de faire un lourd investissement? On parle de dizaines de millions, comme pour la... Oui. On a un procédé dans la gestion des matières résiduelles, par exemple. Oui. Mais c'est une bonne question. Et en fait, il faut savoir que là-dessus, vraiment, le Québec se démarque parce que, d'une part, on a des outils dédiés, mais parce qu'ils travaillent en écosystème avec d'autres outils. Et ils se sont dotés d'un cadre d'analyse commun, donc le guide d'analyse du risque, pour ceux qui ont le goût d'aller googler ça, fait que plusieurs fonds vont être capables d'analyser selon la même logique. Et ultimement, le critère n'est pas est-ce que tu as... C'est sûr qu'ils vont regarder si ta bâtisse, elle est payée, puis si ton équipement est payé, puis tu as certains acquis, puis qu'on peut prendre ça comme garantie, ou tu as un modèle d'affaires où tu démontres clairement que oui, c'est viable en 2 ans versus c'est jamais viable. Mais si c'est jamais viable, ça ne marchera pas. Mais une fois que tu es capable de démontrer la viabilité de ton projet et que tu as des garanties pour ça, mais qui ne vont pas être prises parce que le but, ce n'est pas de prendre une part d'eux. Ultimement, le critère, ça va être est-ce que c'est appuyé, est-ce que tous les partenaires autour du projet appuient? Ça, c'est un critère fondamental. Et en fait, on a vu des projets majeurs. Un des enjeux, par exemple, au Québec, c'est la réhabilitation de bâtiments. Donc, il y a un couvent énorme dans une communauté qui a été essentiellement payé par la communauté. Est-ce qu'on peut développer des projets au service de la communauté ou qui restent ouverts à la communauté? Donc, par exemple, le monastère des Augustines, c'est maintenant un hôtel, un centre de service, etc. Ça requiert des investissements majeurs. Souvent, le premier volet, voire même dans la suite des choses et tous les volets, il va avoir, c'est parce qu'un acteur de l'économie sociale, un outil de finance sociale, va investir pour la première étude qui va montrer la viabilité. OK, ça marche. Deuxième bout, pour acheter l'équipement ou pour reconvertir le truc, ben là, il va y avoir un premier, par exemple, la fiducie, qui va signaler aux autres, OK, c'est bon, ils ont fait l'analyse, ils ont pris le temps d'eux. Et on a donc créé des marchés financiers là où autrement, il n'y en aurait pas. Parce que les outils financiers traditionnels sont soit pas capables ou pas vraiment intéressés à analyser ces projets-là, qui pourtant sont viables. Et quand on regarde, je disais Investissement Québec, ils ont un bras économie sociale, c'est le bras avec le taux de perte le plus bas. Donc, c'est jamais, il n'y a pas des grands profits et après des grandes pertes. C'est des profits modérés, mais constants, ce qui est, dans un contexte, encore une fois, très instable économique, très intéressant. Donc, pour répondre à la question, oui, il y en a. D'autres questions? Oui, parfait. Je vais m'avancer ici. Je vais juste prendre mon verre d'eau. Excuse-moi. Oui. Alors, ma question est sur le type de gouvernance. Si j'ai bien compris, il faut absolument que ce soit un organisme de type OBNL ou coop ou des choses comme ça. Donc, les plus petites entreprises, les micro-entreprises ne peuvent pas se revendiquer d'économie sociale s'ils n'ont pas un conseil d'administration minimalement ou des choses comme ça. Oui, la définition de l'économie sociale elle varie un peu dans différents territoires. Au Québec, depuis, je dirais, tout le temps, il y a vraiment la notion de la propriété collective et la loi cadre en chasse cette discussion-là, cette définition-là. Donc, dit forcément, il faut que ce soit collectif pour toutes les raisons qu'on disait parce que ça garantit une redevabilité, une gestion, blablabla. Ceci dit, encore une fois, il y a des entreprises d'économie sociale de toute échelle. Pour moi, c'est pas la taille de l'entreprise ou le volume d'affaires, c'est vraiment à qui on est redevable. Il y a des normes minimum sur le minimum pour avoir un conseil d'administration pour une OBNL, pour une coop. Mais ultimement, ce qu'on voit, c'est que avoir une gouvernance étoffée, avoir des gens autour de la table, c'est un peu plus long à chercher, mais c'est un outil précieux pour développer cette mission-là. Parce qu'on va aller chercher quelqu'un qui est un expert en bâtiment, quelqu'un qui est un expert financier, quelqu'un qui est du milieu qu'on vise à soutenir ou où on développe son activité. Et ça devient des alliés pour assurer le développement de l'entreprise. Donc, moi, je ne vois pas une gouvernance collective comme étant un frein, mais vraiment un levier qui assure le développement
de l'entreprise. Est-ce que ça doit nécessairement être formulé ou être formalisé comme un conseil d'administration? Ou ça peut être juste quelques consultants qui font partie d'un... Non, c'est une bonne question, oui, parce que ça revient à la question du contrôle. Oui, non, oui. Oui, ça doit être formalisé dans un cadre légal, parce que la question, c'est la distribution du contrôle, de s'assurer un contrôle collectif de cette entreprise. Après, tu sais, des fois, on a des questions parce qu'il y a des gens qui ont des très bonnes idées puis ont un profil entrepreneur. Puis là, ils disent, ouais, mais là, je vais partir ma business puis je vais perdre le contrôle. Je pense qu'il faut voir ce conseil d'administration comme étant un garant de la mission qu'on s'est posée et qui est en soutien. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas où le conseil d'administration sort une direction générale? Je dirais oui, dans tous les secteurs, au privé, comme au public, comme au collectif. Mais généralement, la raison d'être, la raison pourquoi ils acceptent de mettre leur temps bénévole pour assister à des conseils d'administration, c'est pour suivre les activités et soutenir avec leurs expertises. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont là dans le jour à jour à dire « il faudrait que tu achètes plus de crayons bleus puis moins de crayons rouges » ou « prends pas cette vente-là » ou « fais ce truc-là ». C'est vraiment orientation, soutien à la mission et à la pérennité de l'entreprise. Donc, l'entrepreneur développe son idée, devient le directeur général, tu sais, c'est démocratie. En tout cas, idéalement, les décisions se prennent démocratiquement, mais elles se développent après. Une fois que tu as le mandat, tu n'as pas de compte à rendre, tu le développes. C'est toi, tu restes le boss. Mon souci n'était pas vraiment au niveau de l'idée de me faire contrôler, mais plus de l'idée que ma structure va être tellement petite que, voilà, je me demande qui ça va intéresser. Mais en tout cas, c'est ma réflexion que je dois faire. Je pense que c'est un bon point de départ de réflexion. Si ça intéresse personne, je caricature, mais si ça intéresse personne, il faut se poser la question sur la mission. Merci. On a le temps pour 2 dernières questions. Donc, Madame ici, puis je vois Madame là. Mais si par après, vous avez l'occasion, Béatrice, si vous avez encore un petit peu de temps pour répondre à vos questions individuellement, ça fera extrêmement plaisir. Madame. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Du fait qu'on parle d'une économie collective, est-ce que, puis ça c'est vraiment pour ma culture personnelle et générale, on voit des modèles dans les entreprises d'économie sociale qui utilisent ce qu'on appelle l'entreprise libérée ou la gestion horizontale. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué de plus dans cette économie-là? Bien, je pense qu'il y a différents modèles, comme dans tout. Les formes juridiques font que, tu sais, une coop de travailleurs, elle a des balises très claires sur comment elle est gérée, donc, et à la base beaucoup plus participative qu'une coop de producteurs, où finalement, c'est plein de petits producteurs individuels, mais qui vont mutualiser certains services. Après, il y a des entreprises en tant que telles qui sont habitées, des cultures d'entreprise. Donc, il y en a des entreprises qui vont avoir des façons de faire beaucoup plus participatives que d'autres. Ça, je pense aussi, c'est normal. La distinction, je dirais, c'est que l'économie sociale, à la base, elle vise plutôt à mettre la personne ou une réponse aux besoins devant, la viabilité économique au service d'une réponse à des personnes. Donc, sans dire que toutes les entreprises d'économie sociale sont fantastiques et participatives et inclusives, il y a plus de chances qu'elles le soient qu'un modèle qui, ultimement, est réfléchi, où la tendance assure la maximisation de ton profit. Et tes prêts et tous tes discours, ils vont être jugés en fonction de est-ce que tu es capable d'aller chercher 7 ou 5. Puis pourquoi tu es allé chercher 5 si tu peux aller chercher 7? Alors qu'une entreprise d'économie sociale a 5 et je prends le reste pour baisser mes prix ou assurer un service plus large, c'est dans le DNA de l'entreprise. Merci. Une dernière question. Vous avez toujours la main levée. En fait, je voulais savoir, là, par rapport à, je pense que ça rejoint un peu la question de madame ici, le conseil d'administration versus les membres en termes d'apport. Moi, de mon côté, j'ai finalement, au niveau de mon conseil d'administration, en fait, ce sont vraiment ils ne sont pas nécessairement membres, en fait, de l'association. Mais l'implication des membres, je me demandais, est-ce qu'à ce moment-là, puisque c'est en démarrage, est-ce que s'il n'y a pas de bénévoles, est-ce qu'on peut voir à ce moment-là à ce que ça soit rémunéré, etc., de par leur rapport, ou comment est-ce qu'il faut que ça soit nécessairement une implication bénévole pour que ça soit... Non, il y a plein de façons de répondre à ça, puis j'essaie de penser à une espèce de réponse
théorique, puis c'est difficile parce que je pense que c'est vraiment en fonction du projet. Et normalement, une des jobs du chantier, c'est de s'assurer que sur tous les territoires, il y ait des agents locaux qui connaissent l'économie sociale et qui soient capables de dire, OK, ton projet, puis ta volonté, c'est de, je ne sais pas, servir tes membres, mais aussi d'avoir des experts autour de la table qui vont pouvoir soutenir ton projet. Bon, ben, comment est-ce qu'on peut travailler cette gouvernance-là? Dans la formule coop, c'est plus balisé, ce qui est une source de... Tu sais, c'est rassurant pour certains, puis c'est contraignant pour d'autres. Ça dépend vraiment du projet puis des porteurs. Dans une formule OBNL, tout est à dessiner. Donc, on peut être à la fois très réducteur comme très créatif. L'idée, c'est vraiment de réfléchir sa gouvernance en fonction des besoins, des priorités du projet et des acteurs qui sont autour de la table et qui ont le goût de s'investir. C'est sûr que c'est intéressant si on a plein de travailleurs ou des membres motivés, de leur donner une place à la table puis de dire, OK, mais viens aussi réitérer tes besoins ou ta satisfaction puis qu'on prenne ça en compte dans les décisions de gestion de l'entreprise ou les grands enlignements. Donc, normalement, ils devraient avoir des ressources. Puis peut-être, je référais le CSMO sur leur site. Ils ont des boîtes à outils, notamment sur la gestion financière, sur les ressources humaines, mais aussi sur la gouvernance. Et il y a plusieurs outils en ligne qui permettent de réfléchir à cette question-là, mais ils devraient aussi avoir des agents, par exemple, dans les PME Montréal, quelqu'un qui est attitré économie sociale, qui devrait savoir où accéder à ces outils-là, mais aussi amener la réflexion en fonction de votre projet. OK, d'accord, merci. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, merci Béatrice pour cette belle présentation. J'espère que ça nous a permis de mieux comprendre ce qu'est l'économie sociale. Et puis, je vous invite à rester avec nous. Béatrice, merci encore. Merci, oui. Merci. On a une présentation à 2h30 qui va être avec Frédéric Morin-Bordelot, donc d'économie sociale, de la théorie à la concrétisation. Donc, restez avec nous pour la prochaine présentation. Béatrice, merci encore une fois. Merci tout le monde.